Il y a une philosophe à Genève, Jeanne Hersch, qui, dans l'expérience première de philosophie, il faisait ce test. Il appelait un étudiant, il disait « Présente-toi ». Dis qui tu es, d'où tu viens, comme ça. Là aussi, maintenant, tu sors. Elle posait la question aux étudiants, est-ce qu'il existe? Est-ce que Jacques existe? Oui, bah oui, on vient de le voir. Oui, mais tu le vois maintenant encore? C'était une illusion, est-ce que c'était dans ta tête? Et puis, qui est-il vraiment? Est-ce que tu le connais? Hein? Alors, tu existes, tu n'existes plus. Tu existes, tu n'existes plus. Voilà. Est-ce que c'est ça qui fait l'existence d'un être? Est-ce qu'il y a une objectivité? Voyez-vous, le problème de l'émotionnalité va m'enfermer dans une subjectivité. Et finalement, ça va être ma façon de percevoir les choses qui va juger des choses, et non pas l'objectivité de la réalité. Et là, il y a un certain piège. Il y a une très belle histoire, je crois qu'elle est authentique. C'est la transcription d'une communication radiophonique entre un bateau de l'US Navy et les autorités canadiennes au large de Newfoundland. Et les Américains s'adressent aux Canadiens. « Veuillez vous dérouter de 15 degrés nord pour éviter la collision. À vous. » Les Canadiens, « Veuillez plutôt vous dérouter de 15 degrés sud pour éviter une collision. À vous. » Les Américains, « Ici le capitaine d'un navire des forces navales américaines. Je répète, veuillez modifier votre course. À vous. » Les Canadiens, « Non, s'il vous plaît. Veuillez vous dérouter. Je vous en prie. À vous. » Les Américains, ici c'est le porte-avions USS Lincoln, le second navire en importance de la flotte navale des États-Unis d'Amérique. Nous sommes accompagnés de 3 destroyers, de 3 croiseurs, un nombre important de navires d'escorte. Je vous demande de dévier de votre route de 15 degrés nord où des mesures contraignantes vont être prises pour assurer la sécurité de la flotte navale américaine. À vous. Les Canadiens, ici c'est un phare. À vous. Américains, silence. La différence entre le réalisme et le subjectivisme, vous voyez? Et la réalité a l'art de nous rattraper un jour ou l'autre, voyez-vous? Je ne peux pas vivre dans le subjectivisme, je peux vivre un certain temps, mais si je reste dans le subjectivisme, la réalité nous rattrape. Voilà, donc vous avez compris un petit peu ce que j'entends par la réduction de l'homme à son ressenti, qui fait que toute la dimension spirituelle de la personne humaine, la raison et la volonté, est exclue en quelque sorte. Donc l'homme devient en quelque sorte prisonnier de son émotionnalité. Et dans le livre de Jean-Paul II, Personne et acte, il y a tout un chapitre là-dessus qui est intitulé « L'émotionnalisation de la conscience ». En disant qu'à un moment donné, cette habitus, cette tendance à vivre en fonction du ressenti va perturber mon appréhension même du bien et du mal. Je vais être enfermé dans une perception purement subjective et sensible du bien et du mal, alors que parfois il y a des choses bonnes qu'on ne sent pas et qu'il faut faire, et des choses mal qu'on sent vraiment et qu'il ne faut pas faire. Hein, la 10e bière le soir, vous la sentez peut-être très bien, mais il vaut mieux pas la prendre, vous voyez? Même si c'est une chimée ou une... si issue d'un monastère célèbre. même, ça fait vivre les moines, on peut trouver un tel argument très charitable pour que la communauté se développe et tout ça. Non, mais vous la sentez, hein, vous la sentez bien. Vous la sentez bien, mais voilà. On comprend que la conduite morale se distingue du ressenti. Et que si je vis en fonction de mon ressenti, alors il va y avoir une grande difficulté à garder le cap. Le gouvernail du bateau a comme disparu, c'est-à-dire la raison, et perfectionné par la prudence, on verra ça plus tard, et à ce moment-là, j'irai au gré des vents. C'était, je ne sais plus qui disait ça, une personne qui traverse un village sur un cheval au triple galop, et quelqu'un dit « Mais où vas-tu si vite ?»« Je ne sais pas, demande-le à mon cheval. » Quand le cavalier a perdu la maîtrise de son cheval, ça devient problématique, vous voyez. Et finalement, l'homme qui vit selon sa seule émotionnalité a perdu la maîtrise de sa personnalité. Et donc, il est plus maître chez lui, en quelque sorte. Il peut être emporté dans des chemins où il ne pensait pas y aller. Et parfois très vite et plus vite que ce qu'on imagine. Voilà. J'ai souligné un troisième point, l'historicisme. Une réduction historiciste de la personne humaine.
c'est plus de l'ordre sociologique, j'allais dire, mais quand même, elle est très importante. Vous allez voir pourquoi. À partir du XVIIIe siècle, on a vu naître ce qu'on pourrait appeler, de manière un peu rapide, une sorte d'idéologie du progrès. Le développement des sciences, les perspectives qu'offrait ce monde scientifique nouveau, une certaine vision de Dieu comme celui qui donne la chic-note initiale de l'univers et qui se croise les bras pour laisser l'univers se développer lui-même ou avec l'aide de l'homme, cette prise de pouvoir de l'homme en quelque sorte sur le monde a comment dire, donné une vision un peu idyllique d'un monde parfait qui pouvait naître de ce développement. Et il y a une sorte de sécularisation de ce qu'on appelle l'eschatologie chrétienne, c'est la vision des fins dernières, du paradis. Désormais, on va pouvoir avoir un paradis sur Terre. Attendez un petit peu, il suffit d'un peu de développement scientifique plus précis, on va éradiquer les maladies, on va éradiquer la faim, on va éradiquer les problèmes, on va éradiquer la violence. Il suffit de changer les choses. Et vous allez voir, on va arriver vers une société parfaite. Le monde, la race humaine, disait Emmanuel Kant en 1793, le genre humain a toujours été en progrès vers le mieux et continuera donc à l'être. La race humaine s'avance continuellement en civilisation et en culture comme son but naturel. Voilà. Donc s'ouvrait devant cette humanité des Lumières, en quelque sorte, quelque chose de prodigieux et qu'on peut comprendre à l'époque, quelque part, parce que la science offrait des réponses à des drames que l'humanité a vécu pendant des siècles, sans jamais pouvoir s'en sortir. Tout d'un coup, on avait quelques éléments de réponse qui arrivaient. On arrivait à soigner des maladies, on arrivait à travailler un petit peu la biologie. C'était impressionnant. Alors, on va voir plusieurs penseurs qui vont se rattacher à ce train, Condorcet, qui va développer les 10 étapes de cette avancée triomphale de l'humanité vers la science, la sagesse et le bonheur. On va voir Auguste Comte, le triomphe de la science dans l'état positif, avec les 3 âges de l'humanité. L'âge religieux où l'homme, un peu préhistorique, avait besoin d'un dieu pour se rassurer, l'âge métaphysique, l'âge de la philosophie, puis enfin l'âge positif que lui-même inaugurait comme grand prêtre et comme seigneur, où l'homme était détaché de ses superstitions préalables et arrive enfin dans une humanité scientifique qu'elle apportait à l'humanité le bonheur qu'elle voulait. La société de justice sans classe de Marx. Marx est intéressant parce qu'il veut cette société de justice sans classe. Mais il se rend bien compte que ce progrès n'est pas aussi inéluctable que ses prédécesseurs l'avaient dit. Parce qu'entre deux, il y a eu la révolution industrielle et il y a eu l'immense prolétariat. Les masses laborieuses, comme il les appelait à l'époque, de ces gens qui travaillaient 6-7 jours par semaine dans les mines, à raison de 12-15 heures par jour, et avec une espérance de vie qui était de moitié de ceux qui étaient dans d'autres types de vie, avec les drames qui se produisaient, et aussi le drame de la faim, le drame d'être incapable, avec le travail que je faisais, de gagner le pain pour nourrir ma famille. Donc Marx dira, oui, l'humanité est en progrès permanent du bien vers le mieux, mais il faut une phase révolutionnaire entre deux. Et la phase révolutionnaire, ce sera la dictature du prolétariat, et puis ensuite on arrivera enfin à cette humanité parfaite. Turgot et Adam Smith avaient parlé d'une société de richesse, qui serait la perfection totale. Alain Minck, aujourd'hui, parle de la mondialisation heureuse, et José Bové de l'intermondialisme heureux. Voilà. Donc, cette idéologie marque de manière prégnante notre culture actuelle. On est marqué par une sorte de religion, que l'humanité est en progrès nécessaire du bien vers le mieux. C'est inéluctable. Et que si on ne voit pas encore, c'est qu'il suffit de développer un peu mieux les sciences. Vous allez voir, on va guérir ces maladies. Vous allez voir, le vaccin le sida, issu d'un vaccin, puis ça sera guéri. Vous allez voir, les questions écologiques, il suffit d'avoir la bonne technologie et ça sera réglé. On ne met pas en cause le comportement humain, on met en cause que la déficience momentanée de la science. Il ne faudrait surtout pas poser des questions éthiques là derrière. Le mode de consommation, le mode de comportement, surtout pas. Là, on devient des moralisateurs. Ou alors, si on m'en doute l'idéologie du progrès, on commet le péché capital d'être taxé des pessimistes. Vous êtes pessimiste, attention. Ou alors là, si on vous dit qu'aujourd'hui il y a peut-être une crise économique qui se prépare plus grave encore que celle de 2008,
Je dis, mais attends, tu es un pessimiste. Et il y a un économiste américain, Mark Faber, qui dit que moi je suis un athée économique. Un athée économique, je regarde les chiffres, les faits. Et je n'ai pas de credo économique, je regarde la réalité telle qu'elle est. Et je me dis qu'on va vers une catastrophe. Voilà, c'est tout. Mais je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis réaliste. Je vois les choses telles qu'elles sont. Et voyez-vous, aujourd'hui, être réaliste, si on dit la réalité telle qu'elle est, on est... Ah mais il faut être optimiste, moi je suis sûr que ça ira bien. Et Kant avait compris le problème déjà. Quand il avait développé sa théorie, il disait, mais ça ressemble un petit peu à un médecin au chevet d'un malade incurable, inquiet de l'état de sa santé, et le malade demande au médecin, docteur, comment est-ce que je vais? Et le malade dit à son patient, n'ayez pas peur, ça ira mieux demain. Et le malade meurt d'aller mieux. Parce qu'à un moment donné, il va mourir, son mal est incurable. Et donc la méthode Coué ne suffit pas, la méthode d'autosuggestion, la méthode d'auto-persuasion, le fait de dire ça ira mieux demain ne va pas guérir le patient, voyez-vous. Il y a un processus inéluctable qui est là dans son corps qui va l'amener à la mort. Et donc l'idéologie du progrès est une réduction horizontale, matérielle, si vous voulez, d'une espérance profonde du cœur de l'homme qui est l'eschatologie, qui est la fin dernière. En voulant réaliser sur cette terre ce progrès. Alors, pourquoi c'est important au niveau anthropologique? Parce que, quelque part, le fait de dire que inéluctablement la société de science va conduire au bonheur de l'humanité désengage en quelque sorte, déresponsabilise l'homme. La vraie logique, c'est que oui, on a une potentialité énorme grâce aux sciences. C'est simplement prodigieux ce qui nous est donné aujourd'hui. Les thérapies qu'on peut développer, les systèmes de productivité qu'on peut avoir, les logistiques de transport qui permettent d'aller porter secours dans des cas d'urgence à des endroits auxquels on n'avait pas accès auparavant, le fait de pouvoir quelque part empêcher la faim sur la Terre. Enfin, il y a un processus prodigieux qui est développé, l'interconnectivité qu'on peut avoir. Vous êtes là, vous cliquez un mail, à l'autre côté du monde, on reçoit un document en Chine ou ailleurs, s'il n'y a pas eu la censure. Voilà. Et donc, c'est prodigieux, c'est extraordinaire, c'est fascinant, ces choses-là. Oui, mais ça ne va pas déterminer en lui-même le bonheur de l'humanité. C'est-à-dire que ça doit appeler à une responsabilisation. Comment j'utilise ces choses-là? Jean-Paul II se plaignait au Japon, lors d'une de ses visites, que 50% des forces intellectuelles de l'humanité étaient consacrées à tuer l'homme plutôt qu'à le faire vivre. Hein, c'est-à-dire que, voyez-vous, il y a la dimension éthique. S'il y a bien nécessairement une accumulation du savoir qui est un trésor commun de l'humanité, il se poserait tout le droit de la propriété, le droit de la propriété intellectuelle, du know-how là derrière, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais un progrès quand même prodigieux qui est là, il n'empêche que la responsabilité de chaque génération et de chaque personne se pose quant à l'utilisation de ce progrès. Comment j'utilise ça? Qu'est-ce que j'en fais, voyez-vous? Et donc, la question, le progrès, le bonheur de l'humanité ne se jauge pas seulement en fonction du progrès des sciences, mais en fonction de la façon dont les hommes assument à chaque génération ce progrès des sciences. Et donc, la responsabilité est éthique. Et si l'homme se désengage de sa responsabilité par ce processus inéluctable de progrès tel qu'il est défini dans cette idéologie, eh bien on va arriver à une grande catastrophe, voyez. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. On n'a pas pu imaginer une fois que ça dirait stop. Que le système financier tel qu'il se développe arriverait nécessairement un jour à planter l'économie totale. Que le système de consommation dans lequel nous sommes arriverait un jour à planter la création. Que le système d'immoralité dans lequel nous arrivons conduirait à des tragédies humaines. Que d'avoir perdu le mode d'emploi du bonheur de l'homme, en rejetant l'éthique et la morale, conduirait à une société malheureuse, dépressive. Les statistiques viennent de sortir maintenant. 1/3 de la population européenne souffre de troubles psychologiques ou psychiatriques. 1/3 de la population européenne. Hein, c'est quand même, c'est l'OMS qui vient de sortir ça maintenant. C'est quand même assez impressionnant. Hein, c'est qui engendre tant de souffrance. On dit, mais oui, avant, il y avait un psychiatre, on avait découvert qu'à Genève, il y avait 500 000 consultations psychiatriques par année pour 400 000 habitants. Et on disait au psychiatre, c'est quand même beaucoup, vous ne trouvez pas? Il dit, non, non, ça montre que les gens prennent en main leur santé. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être ça révèle autre chose, que je ne sais plus très bien qui je suis, où je suis.
il y a des différentes causes, hein, je ne veux pas réduire tout à ça, mais voyez-vous, il y a des choses assez révélatrices d'un mal-être de société qui est là. Et dans cette société qui aurait dû produire le bonheur, on a vu quand même pas mal de millions de morts au cours du XXe siècle. Et on voit beaucoup de troubles existentiels aujourd'hui. Dans un pays aussi riche que la Suisse, on se bat avec le Japon pour le taux le plus élevé de suicide au monde. Pourtant, c'est assez calme, vous allez voir, la Suisse, c'est tranquille. Tranquille. Eh bien, et puis on vit assez bien, quoi. Il y a du soleil même à Fribourg. C'est fantastique, le ciel bleu, la nature. Enfin, voilà. Et puis, il y a autre chose quand même. Il y a autre chose. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais insister sur cette idée du progrès, parce qu'elle me paraît assez importante pour pouvoir être traitée. Donc je l'ai mise sur cet historicisme, cette vision de l'histoire tronquée, qui est unidimensionnelle en quelque sorte, c'est réduite au phénomène de cette terre et qui ne voit pas l'enjeu de la liberté dans ces phénomènes, qui ne voit pas que l'histoire n'est pas simplement le produit d'un développement ou d'un progrès, mais que l'histoire est ce que les hommes vont en faire. Et que la liberté sans cesse doit assumer cette histoire. Et que si, dans cette histoire, je ne m'implique pas, eh bien des tragédies vont se passer. Et que ces tragédies ne sont pas inéluctables, elles peuvent être évitées. Hein, je crois que c'est Bergson qui se posait la question en disant « Mais je suis fasciné de voir comment personne ne pouvait imaginer la Première Guerre mondiale, même si les rumeurs étaient un peu partout, et comment si facilement elle a éclaté, et comment si facilement elle a produit des millions de morts. Hein, une sorte de stupeur en disant « Mais ça semblait à la fois, tout le monde sentait que ça allait mal, tout le monde dit mais c'est pas possible, et puis d'un coup c'est là. Quand Hitler déchaîne sa fureur sur l'Europe, c'est pas possible, et même dans les premières annexions, l'Autriche, la Pologne, on dit mais c'est pas possible, non, c'est juste un ballon d'essai, et tout d'un coup, le monde est à feu à sang. 60 millions de morts. On se dit, et maintenant, on dit, mais comment c'était possible? Mais comment c'était possible? Mais comment est-on arrivé à une stupidité pareille? Et puis après, on a eu le génocide rwandais, puis on a eu le génocide des Balkans, et puis on a eu toutes ces tragédies qui sont multipliées, du Soudan, du Congo, et puis de l'euthanasie, et puis de l'avortement. Puis un jour, on se réveillera pour se dire, mais comment c'était possible qu'on en arrive à une telle barbarie? Parce que vraiment, c'est ça qui arrive maintenant, une sorte de barbarie qui se manifeste à travers ce vide qui est là. Il y a plusieurs livres qui sont sortis là-dessus assez intéressants, je ne vais pas trop en parler, mais sur les nouvelles barbaries, Michel Henry, prodigieux sur la barbarie, Thérèse Delpech, L'ensauvagement, le retour de la barbarie au XXIe siècle, Jean-François Mattei, prodigieux aussi, La barbarie intérieure, essai sur l'immonde moderne. Alors, enfin, plusieurs penseurs sont en train de se dire, mais est-ce que finalement, cet humanitarisme qui a marqué notre société et qu'on veut triomphant, avec la mort de Dieu, bien sûr, n'a pas conduit finalement à la mort de l'homme, et que n'a pas engendré une certaine barbarie qui est là, hein, qui se manifeste par cette violence qui est faite contre l'être humain. Violence gratuite et souvent. Désenchantement du monde, c'était une idée qui a été développée en Allemagne par des travaux de Max Weber, le sociologue, ou de Marcel Gauchet en France, qui disait finalement un monde sécularisé fait que finalement il n'y a plus de perspective qui dépasse l'homme et on a perdu un petit peu le sens du bonheur. C'est intéressant, voyez-vous, on va en parler un petit peu, mais l'homme a toujours, depuis le début que l'homme a philosophé, il a su qu'il était faux pour être heureux. Et la grande question, c'est comment vivre pour être heureux. C'est la grande question des philosophes de tous les temps. Comment faire pour être heureux? On veut être heureux. Pascal disait, tout homme cherche à être heureux, même celui qui va se pendre. Il se trompe sans doute de chemin, mais il ne peut pas ne pas vouloir être heureux. Je pense que mon bonheur est là. On ne peut pas ne pas vouloir être heureux. C'est inscrit en nous. Notre nature est ainsi faite qu'elle cherchera toujours le bonheur. Seulement, on peut beaucoup se tromper, beaucoup s'égarer sur le chemin du bonheur.
On accueille des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la violence, la dépression dans notre communauté. Et on voit un jeune qui a passé 7 ans de drogue, d'alcool, de violence, des trucs incroyables. Et puis il est arrivé chez nous parce qu'il devait partir en prison autrement. Et il arrive là, il dit, mais je ferai une semaine là, puis je me casse après. D'un coup, il est venu prier comme ça. Et à un moment donné, la stupeur, mais ce que j'ai cherché dans la violence, dans la drogue, dans tout ce que j'ai vécu, c'était Dieu. Je ne savais pas son nom, je l'avais même rejeté, j'y croyais pas. Et tout d'un coup, ce que j'ai cherché, c'était ça. Je cherchais un bonheur qui dépasse tout. Et j'essayais par tous les moyens de dépasser les simples contingences ou la vie pépère. Et puis en fait, ce bonheur, il a un nom, il a un visage, il s'appelle Dieu. Voilà, donc on en arrive aujourd'hui à... c'est un petit peu ce désenchantement, à dire mais arrêtez de chercher le bonheur. Arrêtez, c'est inutile, il ne faut plus chercher le bonheur. Ça ne sert à rien. Il y a plusieurs livres là-dessus. On verra Comte Sponville qui écrira aussi ce qu'il appelle le bonheur en acte. C'est un bonheur qui n'espère rien. Le contraire d'espérer, c'est savoir, pouvoir, jouir. C'est le bonheur en acte. Pascal Bruckner a écrit un livre sur l'euphorie perpétuelle, c'est un philosophe français aussi. Non mais qu'on arrête de nous casser les pieds avec cette idée qu'il faut être heureux, qu'il faut être bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son lit, bien dans son... Enfin, bien partout. Mais non, j'ai le droit d'être malheureux, quoi. Laissez-moi être malheureux, laissez-moi d'être mal quelque part. Foutez-moi la paix, quoi. Hein, ce 11e commandement des sociétés modernes qu'il faut être bien partout. Ben non. Oui et non, c'est vrai. Oui, on ne peut pas de manière idéologique imposer ça. Non, parce que quelque part, je nie mon humanité en niant la possibilité d'être heureux. Hein, quand on demandait il y a un livre assez intéressant de Jean-Pierre Winter, un psychanalyste, qui dit finalement la tâche que Freud assignait à la psychanalyse de la névrose, c'était de transformer la misère hystérique en malheur banal. Il fallait absolument éradiquer de l'esprit même du patient l'idée même de bonheur. Il venait là en nous demandant d'être heureux et demandant de leur donner le bonheur. On ne peut pas donner le bonheur, c'est pas possible. Il faut d'abord déprogrammer l'homme en disant tu ne pourras pas être heureux, mais je peux changer ta misère hystérique en malheur banal, ce qui fait plaisir quand même, hein. Voyez-vous ? Et donc ce désenchantement du monde, par le fait même qu'il n'y a plus de fin ultime, qu'il n'y a plus de béatitude, voudrait nous dire mais il n'y a pas de bonheur, arrêtez de chercher le bonheur, arrêtez. Or on ne pourra pas déprogrammer l'homme jusqu'à ce point-là. On pourra idéologiquement le massacrer ou insister sur cet aspect-là, mais on ne pourra pas éradiquer cette soif de bonheur du cœur de l'homme. C'est impossible.